Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Imaginez un assistant IA si puissant qu'il peut gérer toute votre vie numérique. Et maintenant, imaginez que cette même puissance puisse se retourner contre vous en un seul clic. Eh bien, c'est tout le paradoxe d'OpenClaw, une technologie à la fois géniale et, il faut le dire, un peu terrifiante. On va décortiquer ça ensemble. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, un seul chiffre suffit. Plus de 250 000 étoiles sur GitHub. C'est énorme. C'est plus que des projets légendaires comme React, le framework qui fait tourner une bonne partie du web d'aujourd'hui. Bref, OpenClaw n'est pas juste populaire, c'est un véritable phénomène viral. Alors concrètement, c'est quoi OpenClaw ? C'est un assistant IA autonome, super puissant, qui ne tourne pas dans le cloud sur un serveur distant, mais directement sur votre propre machine. Il peut lire vos mails, gérer votre calendrier et même lancer des paiements de système, ce qui lui donne un contrôle presque total sur votre ordinateur. Et c'est là toute la question. Comment un petit projet né pendant un week-end a-t-il pu devenir cet outil à double tranchant, à la fois incroyablement utile et potentiellement catastrophique ? C'est ce qu'on va voir. Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir un peu en arrière, à ses origines. L'histoire d'OpenClaw, c'est celle d'une croissance complètement explosive, une saga qui a commencé de façon très modeste. Rien que l'histoire de son nom montre bien l'énergie un peu chaotique de son développement. D'abord, CloudBot, il devient Molbot à cause d'un souci de marque, avant de trouver son nom définitif, OpenClaw. Tout ça en quelques jours à peine. Le logo du homard, lui, est resté, comme un symbole de cette évolution ultra rapide. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Parce que ce qui rend OpenClaw si spécial, ce choix d'architecture qui lui donne toute sa puissance, c'est justement ce qui en fait une bombe à retardement. Et c'est là que tout se joue. Contrairement aux agents IA qu'on trouve dans le cloud, qui tournent dans une sandbox, une sorte de bac à sable sécurisé et isolé, OpenClaw, lui, tourne directement sur l'ordinateur. La philosophie, c'est votre machine, vos règles. Le problème, c'est que ça veut aussi dire votre machine, vos risques. Il y a cette métaphore que je trouve géniale pour expliquer ça. L'idée d'un agent local avec un accès total devient tout de suite très concrète, très personnelle. Ce n'est plus un simple outil distant. C'est une entité qui a littéralement les clés de tout votre univers numérique. Vos photos, vos documents, vos mots de passe, tout. Ce risque, qui semblait abstrait, est devenu très, très concret avec la découverte d'une vulnérabilité critique. On va voir comment un simple clic pouvait suffire à tout faire basculer. Chaque faille de sécurité majeure reçoit un nom de code. Celle-ci, c'est la CVE 2026-252 CD53. D'accord, le nom est un peu barbare, mais ce qu'il faut retenir, c'est son score de gravité, 8.8 sur 10. C'est le genre de faille qui donne des sueurs froides à n'importe quel expert en cybersécurité. Cette faille permettait ce qu'on appelle une exécution de code à distance ou RCE. Pour faire simple, c'est le pire cauchemar de la cybersécurité. Ça veut dire qu'un attaquant peut prendre le contrôle total d'une machine à distance, comme s'il était assis juste devant. Et le pire, c'est que l'attaque était d'une simplicité terrifiante, en 3 étapes. Un clic sur un mauvais lien et hop, le jeton qui sécurise la communication avec l'agent est volé. L'attaquant n'a plus qu'à se connecter et il peut faire tout ce que l'agent pouvait faire. Et dans beaucoup de cas, ça voulait dire absolument tout. Ce qui est frappant, c'est que même les gens qui pensaient être en sécurité, en utilisant OpenClaw uniquement sur leur machine, étaient vulnérables. L'attaque passait par leur propre navigateur pour s'infiltrer. Évidemment, le risque était maximal pour ceux qui avaient donné un accès quasi total à leur agent. Heureusement, cette grosse frayeur a servi d'électrochoc. Alors, passons du problème aux solutions qui commencent à émerger pour rendre ces agents surpuissants, enfin sûrs. La communauté a réagi très vite. Les bonnes pratiques maintenant, c'est d'isoler l'agent dans des conteneurs sécurisés comme Docker, de gérer les mots de passe et les clés d'API dans un coffre-fort numérique, et surtout, d'appliquer le principe du moindre privilège. On ne donne à l'agent que les permissions dont il a strictement besoin. Et bien sûr, pour les actions les plus critiques, l'intervention humaine reste indispensable. Et puis, il y a une approche encore plus fascinante qui est en train de se développer, l'idée du saut mental. Plutôt que de juste construire des barrières autour de l'IA, on essaie de lui apprendre les principes de sécurité, de modifier directement son jugement pour qu'elle s'autosurveille. L'IA devient sa propre ligne de défense. C'est assez fou. Dans le monde de l'entreprise, on voit aussi une approche plus formelle, les privilèges zéro permanent. En gros, l'agent n'a aucune permission par défaut. L'accès lui est donné au cas par cas, juste pour une tâche précise et pour une durée limitée, avant d'être révoqué. C'est la fin du mode Dieu permanent.
Tout ça nous amène à une question bien plus large, parce qu'au fond, OpenClaw n'est qu'un avant-goût du futur, un futur rempli d'agents autonomes qui va soulever des questions fondamentales sur la confiance et la responsabilité. Et c'est la question qui reste. Si un agent IA agit au nom d'une personne, qui est responsable? L'utilisateur? Le créateur de l'IA? L'IA elle-même? La ligne de la responsabilité devient complètement floue. Le débat ne fait que commencer et ses conclusions vont définir la manière dont on va cohabiter avec ces nouvelles formes d'intelligence.